Ils s'encourageaient mutuellement. La drogue les stimulait aussi. Et le simple fait d'être adolescents les poussait à agir. Ils avaient concocté ce plan pour réaliser leur fantasme de violence. Ils avaient parlé de recréer certaines scènes du film Le meurtre dans le sang. Le 28 mai 1995, au poste de police de Muskogee, en Oklahoma, les agents interrogent Patrick Williams, 21 ans, au sujet d'un mandat non exécuté. Mais ce mandat n'est pas ce qui le tracasse le plus. L'amour de sa vie, Sarah Edmondson, l'a quitté et parle sans cesse de son nouveau copain. Williams veut prendre sa revanche. She's such a witch. They're going around town talking about how they killed a guy down in Louisiana. Il a déclaré à l'agent qui l'avait arrêté que Sarah Edmondson lui avait parlé d'un vol à main armée qu'elle avait commis en Louisiane. Il a dit qu'elle l'avait commis avec son nouveau copain, Ben. Killed a guy down in Louisiana? Shouldn't be arresting me, arrest them. She's the one who did something wrong. Ces renseignements ont été transmis aux autorités policières de la Louisiane. Mais ce n'est pas assez pour Williams, qui en veut à la jeune fille dont il est toujours amoureux de s'être enfui avec un autre homme. Il est si résolu à leur faire la vie dure qu'il contacte également la police de la Louisiane à plusieurs reprises. J'étais assis à mon bureau quand un agent est entré et m'a dit « Parlerais-tu à cet homme au téléphone ?» Il affirme que son ex-copine a commis un meurtre en Louisiane. Il m'a dit qu'elle était descendue avec son copain pour le Mardi Gras et que pendant leur séjour, ils avaient commis un crime. 3 mois se sont écoulés depuis le Mardi Gras. L'agent Pritchett n'était au courant d'aucun meurtre non résolu à la Nouvelle-Orléans. Mais il y avait bel et bien une affaire qui impliquait une femme non identifiée. Le bureau du shérif avait en effet aidé les autorités à enquêter sur un incident dans un dépanneur de Ponchatoula qui avait été enregistré par les caméras de surveillance. Hello, yeah. I'm at the Time Saver. This woman's been shot. You gotta hurry. I mean, she's really hurt bad. La vidéo de surveillance montre une femme qui est entrée dans le dépanneur vêtue d'un blouson rayé avec un capuchon. Elle a sorti une arme, elle l'a pointée vers la caissière. Elle a fait feu et a atteint la caissière. Puis la suspecte est partie. 1 minute plus tard, la tireuse revient. Elle est passée derrière le comptoir. Elle a fait le code, elle a ouvert la caisse, a pris l'argent, puis elle est partie. La victime, Patsy Byers, âgée de 35 ans, a reçu une balle à la gorge. Elle est dans un état critique. Le chef de police m'a appelé et m'a dit que Patsy avait été abattue et que je devais me rendre au dépanneur le plus vite possible.
Elle était entre la vie et la mort. Pendant des heures, on ne savait pas si elle s'en tirerait. À l'hôpital, les médecins tentent de stabiliser l'état de Patsy Byers, mais ils ont une terrible nouvelle. Le neurochirurgien est sorti et m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, que les dommages étaient irréparables et qu'elle serait tétraplégique. Il a été très direct. Je sais bien qu'il n'y avait rien d'autre à dire, mais c'est comme ça qu'il me l'a dit. Ce qui est fait est fait. Patsy confirme que c'est une femme qui a tenté de la tuer. Patsy m'a parlé de la personne qui lui a tiré dessus. Elle a dit qu'elle était morte de peur. Elle m'a décrit ce qu'elle a ressenti quand elle a reçu la balle. Elle croyait qu'elle mourrait. Lorsque la suspecte est à nouveau revenue dans le dépanneur, elle l'a regardé au sol et elle a dit « Aren't you dead yet? » Puis elle lui a demandé comment ouvrir la caisse. Patsy lui a dit sur quelle touche appuyer, puis elle a ouvert la caisse et a pris l'argent. Pour nous, il était important d'établir à quel genre de personne nous avions affaire. Elle n'a pas été forcée de faire ça. Il semble qu'elle trouvait que c'était cool de le faire. Elle n'avait pas conscience qu'elle causerait peut-être des blessures permanentes ou qu'elle la tuerait. Patsy aurait pu mourir, qu'elle n'aurait pas montré plus d'émotion. Patsy a dit qu'elle avait fait la morte pour ne pas qu'elle tire à nouveau. Nous ne savions pas si notre suspect habitait le quartier, la région ou même les États voisins. Nous n'en avions aucune idée. Alors, nous avons demandé l'aide des médias. Nous leur avons donné des clichés de la vidéo de surveillance en espérant obtenir plus de renseignements. La police enquête sur de nombreuses pistes. Nous avons enquêté sur tout ce que nous avions, mais rien ne s'est avéré concluant. On est arrivé à un point où on ne recevait plus de nouveaux renseignements et l'enquête s'est mise à stagner. Jusqu'à ce que Patrick Williams les appelle 3 mois plus tard. Je lui ai demandé « Avez-vous une photo de cette femme ?» Et il a dit « Oui, j'ai une bonne photo. » Je lui ai demandé de nous la faxer. La femme sur la photo ressemblait tellement à la suspecte au capuchon de l'affaire Patsy Byers que j'en ai eu le souffle coupé. C'était elle. Elle était identique. La principale suspecte est maintenant Sarah Edmondson, âgée de 18 ans. Mais elle a des amis haut placés. Le chef m'a dit « Tu n'en croiras pas tes oreilles. La suspecte a de la famille en politique. » Si vous parlez des Edmondson à n'importe qui en Oklahoma, on vous dira qu'ils sont l'équivalent des Kennedy au Massachusetts. Sarah était la descendante d'une longue lignée de politiciens et de juristes honorables très respectés en Oklahoma. Dans l'arbre généalogique des Edmondson figurent de nombreux législateurs. Sarah était la fille de Jim Edmondson, qui à l'époque était juge de district dans le comté de Muskogee. Son oncle était Drew Edmondson, le procureur général de l'Oklahoma. Son grand-père, Ed Edmondson, avait siégé au Congrès. Et son grand-oncle, J. Howard Edmondson, était aussi sénateur et il avait été gouverneur. Armés d'un mandat d'arrestation de la Louisiane, les enquêteurs se rendent chez les Edmondson et informent Suzanne, la mère de Sarah, de la situation. Celle-ci est sous le choc. Nous l'avons interrogée au sujet de Ben, et elle nous a dit qu'il s'agissait de Ben Darris, le copain de Sarah. Ils avaient fait une escapade en voiture et ils étaient descendus en Louisiane. Les enquêteurs veulent mettre la main sur l'arme du crime. Sarah avait dit à Patrick qu'elle s'était servie d'une arme de calibre 38 qu'elle avait trouvée dans un chalet appartenant à son père. Elle avait affirmé avoir remis l'arme dans le chalet. Les enquêteurs demandent au père de Sarah de revenir à la maison. J'ai demandé au juge Edmondson s'il possédait une arme de calibre 38, et il m'a répondu que oui. Il était plutôt surpris de la question. Il a dit qu'il en avait une dans son chalet,
près de Tahlequah. Ce chalet était situé à environ 40 ou 50 kilomètres. Il nous a menés, un autre agent et moi, au chalet, et je l'ai suivi à l'intérieur. Le juge Edmondson a sorti l'arme de sous un matelas. On révèle aux enquêteurs locaux et à la police fédérale où se trouve la suspecte. Mais par respect pour le juge, ils acceptent de retarder l'arrestation. Le soir où les policiers sont venus les arrêter, Ben et Sarah étaient partis à un parc d'attractions à Tulsa, en Oklahoma. Le juge Edmondson a convaincu les policiers de ne pas envoyer une équipe tactique à Tulsa pour ne pas gâcher la soirée des clients du parc. Nous avons attendu dans notre voiture devant leur résidence. En mai 1995, le FBI et la police de Muskogee, en Oklahoma, attendent le retour de Ben Darras et de Sarah Edmondson, qu'ils soupçonnent d'avoir commis un vol à main armée. Le père de Sarah, un juge très estimé, obtient la permission de lui parler. Don't be afraid. There are police officers here to arrest you for the robbery and attempted murder of a store clerk down in Louisiana. Ben will be arrested as an accomplice. You have the right to have an attorney present with you during questioning. Il nous a assuré qu'elle coopérerait et que nous n'avions pas besoin d'une équipe tactique. Edmondson et Darras font face à des accusations d'utilisation illégale d'une arme à feu et de tentative de meurtre au second degré au cours d'un vol à main armée en Louisiane 3 mois auparavant. Un avocat arrive aussitôt sur les lieux pour protéger les intérêts de Sarah. Lorsque nous sommes revenus à nos voitures pour les emmener, Sarah a été abordée par un avocat qui lui a dit de garder le silence et de ne pas nous parler. Nous avons emmené Sarah et Ben au bureau des marshals de Muskogee pour traiter leur cas. Sarah a refusé de nous parler et n'a pas fait de déclaration. Mais contrairement à Sarah, Ben en a long à dire. Il relate ce qui s'est passé 3 jours avant la tentative de meurtre de Patsy Byers dans le dépanneur. Ben m'a dit que Sarah et lui avaient passé quelque temps au chalet du juge Edmondson près de Tahlequah et qu'ils avaient consommé de la drogue, notamment de la marijuana, de l'ecstasy et du LSD. Ils avaient aussi regardé des films, dont Fantasia. Le dessin animé classique de Disney est populaire auprès des consommateurs de drogue en raison de ses séquences colorées et psychédéliques. Ils ont décidé de partir en virée en voiture. Look what I found. It's under my dad's bed. I like it. That's your dad's gun? Well, let's get a move on. Ben nous a dit que Sarah et lui étaient montés dans la voiture et qu'ils étaient simplement partis vers l'est. Selon sa version des faits, ils se sont rendus en voiture à Destin, en Floride, pour retrouver des amis de Sarah. Mais ils ne les ont pas trouvés et ont plutôt bifurqué vers la Nouvelle-Orléans pour le Mardi Gras. Mais l'argent est venu à manquer. Sa loyauté envers sa petite amie s'évanouit rapidement. Ben nous a dit que Sarah avait suggéré de voler un dépanneur. Et ils ont commencé à essayer d'en repérer un.
Finalement, ils ont trouvé un dépanneur à Ponchatoula, un endroit plutôt isolé. Pendant l'interrogatoire que j'ai mené avec un agent du FBI, Ben a rejeté toute la responsabilité sur Sarah. Il a dit que c'était son idée à elle et qu'il l'avait laissée sortir de la voiture. Go back in and get it. Don't go back in. I have to go back in. Sarah avait oublié de prendre l'argent et est retournée au dépanneur. I got the money. Okay, let's get out of here. I was ready to get out of there. Darris déclare aux enquêteurs que Sarah et lui ont parcouru le sud-ouest avant de revenir à la maison. On avait l'impression que Ben avait omis un détail de leur escapade. Ce n'était qu'une intuition, mais on avait le sentiment qu'il avait oublié de mentionner un arrêt qu'ils avaient fait quelque part. Contre toute attente, les avocats de Sarah convainquent un juge spécial à la retraite de libérer Sarah de la prison et de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique de Tulsa pour qu'elle soit examinée. La caution est fixée à 50 000 $. Ceci pourrait retarder son extradition vers la Louisiane. Les enquêteurs décident de fouiller son passé. Elle a vécu une enfance tout ce qu'il y a de plus normal. Les Jeannettes, la danse. Sa mère l'a amenée à toutes ces activités que font les petites filles. Son enfance à Muskogee avait été parfaite. Son grand-père, dont elle était très proche, est mort lorsqu'elle avait 14 ans. Elle a très mal réagi à cet événement. Elle a aussi très mal réagi à la mort de certains de ses amis qui se sont suicidés ou qui sont morts dans des accidents de la route. Elle a commencé à consommer de la drogue et à fréquenter des gens peu recommandables. Cette transformation complète de son environnement en un milieu sombre et maussade est un signe d'une dépression plutôt grave. Le comportement de Sarah est de plus en plus imprévisible. Elle commence à se brûler et se taillader les bras et les jambes et prétend qu'il s'agit d'accidents. Les gens qui s'automutilent font souvent ce geste physique afin d'atténuer une douleur psychologique. Ils détournent leur attention de leur souffrance émotive. Les parents de Sarah ont beaucoup souffert de la distance entre eux et leur fille. Je n'ai pas grand-chose de bien à dire sur mes aptitudes de parent. Sans autre recours, les Edmondson envoient Sarah dans un centre de désintoxication pour toxicomanes et alcooliques alors qu'elle n'a que 15 ans. Sa famille avait sans aucun doute les moyens pour la faire soigner. En apparence, le traitement semble avoir fonctionné. Elle était l'éditrice de la section éditoriale du journal de son école et elle obtenait de bonnes notes, elle était populaire à l'école. Mais en dehors des classes, Sarah Edmondson montre un autre visage. Lorsqu'elle n'était pas à l'école, elle prenait de la drogue, elle buvait et elle fréquentait des mauvais garçons. Lorsqu'on voit ce genre de trajectoire, une évolution du comportement, comme dans le cas de Sarah Edmondson, on sait qu'elle s'en prendra à elle-même ou aux autres un jour ou l'autre. Car lorsque la dépression s'aggrave et que l'automédication s'intensifie, ça ne peut qu'en venir là. Ses parents sont soulagés lorsqu'elle termine l'école secondaire et entre à l'université. Mais ses problèmes refont vite surface.
Après seulement 3 semaines, elle en a assez. Il y avait maintenant 4 ans que Sarah fréquentait Patrick Williams, mais c'était une relation instable. Il était complètement obsédé par Sarah. Ça faisait plusieurs années que leur relation avait des hauts et des bas, mais elle s'est mal terminée. Les parents de Sarah ont même dû obtenir une ordonnance de la cour pour l'empêcher de s'approcher d'elle. Selon son père et d'autres qui la connaissaient, elle aimait fréquenter des parias. Elle les acceptait. Leur relation tourne au vinaigre. Après avoir travaillé pendant quelque temps comme serveuse, Sarah s'inscrit à une petite université à Tahlequah, à 40 km de Muskogee. Patrick Williams poursuit son harcèlement, mais Sarah tombe amoureuse d'un autre garçon au passé trouble, Ben Darras. En 1995, Sarah Edmondson et Ben Darras sont extradés vers la Louisiane après avoir tenté d'abattre la caissière d'un dépanneur au cours d'un vol à main armée. Les policiers apprennent que Darras est issu d'une famille de la classe ouvrière à Ada, en Oklahoma. 3e de 5 enfants, il a beaucoup souffert du mariage trouble de ses parents. Ses parents se sont divorcés, se sont mariés à nouveau, puis se sont divorcés une seconde fois. Le père de Ben, qui était alcoolique, s'est suicidé alors que Ben avait 13 ans. Il y a d'étranges similarités entre l'adolescence de Ben et celle de Sarah. Ben avait des difficultés scolaires, il a abandonné l'école et s'est mis à jouer dans un groupe rock. En 1993, les Darras quittent Ada, en Oklahoma, pour s'installer à Tahlequah 2 ans avant l'arrivée de Sarah. Les 2 adolescents font connaissance lors d'une soirée à l'extérieur du campus. Les étudiants aimaient se retrouver, boire et fumer de la marijuana. C'est à une de ces fêtes qu'ils ont fait connaissance. Ils sont devenus amis, puis amoureux. Ben a le coup de foudre pour cette fille aux allures de garçon manqué. Ils le ressentent tout de suite. Cette personne sort du lot, elle est comme moi. C'est cet effet miroir qui produit l'attirance mutuelle et l'impression qu'ils peuvent faire ensemble des choses qu'ils ne pourraient faire avec personne d'autre. Sarah était sa 2e petite amie et il est tombé follement amoureux d'elle. Mais cette relation est une distraction supplémentaire pour Sarah. 2 mois seulement après être entrée à l'université, Sarah abandonne à nouveau l'école. 2 semaines après avoir été libérée sous caution et après l'examen psychiatrique de Sarah, les 2 adolescents sont extradés vers la Louisiane. Une équipe d'avocats attend Sarah. Elle fait face à des chefs d'accusation de meurtre au 2e degré, de vol à main armée et d'utilisation d'une arme à feu pendant un crime violent. Pour sa part, Ben Darras n'est accusé que de vol à main armée. Pendant ce temps, au Mississippi, un avocat affirme défendre un individu qui désire résoudre une affaire de meurtre. Mais il refuse d'en dire davantage, à moins que l'on offre l'immunité de poursuite à son client. J'ai estimé que l'immunité était un mal nécessaire. Je n'aime pas accorder l'immunité. Le marché est conclu et la témoin principale est Sarah Edmondson. Une fois que le marché a été conclu, l'avocat de la défense qui représentait Sarah a révélé où elle se trouvait, qui elle était, et des enquêteurs de notre bureau sont immédiatement partis en Louisiane pour l'interroger. Ben Darras n'a fait aucune mention d'un incident au Mississippi lors de son interrogatoire, mais Sarah est prête à révéler ce qu'il tentait de cacher. Ça a confirmé ce que je soupçonnais, c'est-à-dire que Ben avait omis quelque chose pendant notre interrogatoire. Au premier abord, la version des faits de Sarah ressemble à celle de son ami Ben. Sarah a déclaré que la veille de leur arrivée au Mississippi, Darras et elle ont dormi au chalet de sa famille. Ils ont regardé le film « Le meurtre dans le sang ».
Le lendemain matin, avant de partir du chalet, ils ont pris une arme à feu appartenant au père de Sarah et une boîte de cartouches entamée. Sarah affirme avoir apporté l'arme pour se protéger de Ben, qui l'aurait étranglé la veille durant une relation sexuelle. Lors de sa première déclaration à la police, Ben avait dit qu'ils étaient partis vers la Floride, mais il mentait. Ils ont dit s'être rendus à Memphis pour assister à un concert du groupe Grateful Dead. Ils sont arrivés un jour trop tôt et ont décidé de reprendre la route vers la Nouvelle-Orléans en passant par le Mississippi. Sarah a déclaré qu'ils se sont arrêtés à Hernando pour faire le plein d'essence. Mais ils n'ont plus d'argent. Sarah prétend que c'est Ben et non elle qui a suggéré de commettre un vol à main armée. Il s'arrête à une usine de transformation de coton. Get out and act real angelic. Okay. And we walked in, and he asked for directions. Excuse me, can you help me get to I-55? Yeah, you can go down this street here about a couple of miles. Des coups de feu ont été tirés. Sarah, get the wallet. We have to go. Sarah, get the wallet. We have to go. Get the wallet now. Bill était un homme très aimable. Il avait une femme et 2 filles. Il prenait bien soin de sa famille. C'était un homme travaillant. Le corps de M. Savage a été découvert par un vendeur d'assurance qui est allé lui rendre visite l'après-midi du 7 mars 1995. Presque tous les matins, en me réveillant, je mets la main sur son oreiller et je le cherche. On voyait bien qu'il avait été pris par surprise. Les policiers découvrent que son portefeuille a disparu, mais ne savent rien de l'identité du tueur. Personne ne lui en voulait. On a donc supposé que le coupable n'était pas de la région. Et je me rappelle que plusieurs fois au cours de l'enquête, on a utilisé le terme « travailleur itinérant ». That was such a rush. Did you see that guy's face when I killed him? Did you hear him? All the noises he was making. I was under his spell. He kept telling me. Sarah déclare aux enquêteurs qu'ils sont partis pour la Nouvelle-Orléans et qu'ils se sont arrêtés dans un motel bon marché. There's part of that guy's brains on my shoe. His blood is on my jeans. I did all that. Le meurtre n'a rapporté que 200 malheureux dollars trouvés dans le portefeuille de Savage. Ben veut garder un souvenir macabre. Un bout de ses vêtements maculés de sang. Selon Sarah, il lui aurait fait comprendre qu'ils étaient tout aussi coupables l'un que l'autre. I think you're right. I think you can do this. We're partners in this, right?
Yeah. And I was scared, but I felt like I... Il quitte la Nouvelle-Orléans et s'arrête à un dépanneur de Ponchatoula, en Louisiane. All right, Sarah. There, just flash it. Sarah affirme aux enquêteurs qu'elle a commis le vol à main armée contre son gré, car elle craignait pour sa vie. Elle tenait Ben responsable de tout ce qui était arrivé. Selon ses dires, rien de tout cela n'était son idée. Elle ne voulait rien faire de ça. Elle a commis le vol et le meurtre dans ce dépanneur de la Louisiane pour la seule raison que Ben l'a forcée à le faire. She's trying to blame it on anybody, anything but herself. She doesn't want to say, I did this, I'm guilty. Sarah Edmondson a révélé aux enquêteurs que son copain Ben Darras a tué et volé un homme au Mississippi et qu'il en a tiré plaisir. Il a même gardé un bout de ses vêtements maculés de sang en souvenir. Mais Darras nie avoir commis le meurtre. Ben a déclaré aux enquêteurs qu'il n'était même pas avec Sarah à Hernando, au Mississippi, lorsque William Savage a été assassiné. Selon lui, c'était Sarah qui portait la culotte dans leur relation. Elle dirigeait toutes les opérations. C'était son arme qu'ils avaient pris au chalet et c'était dans sa voiture qu'ils se déplaçaient. À la question « Qui était le chef et qui suivait ?», la réponse variera selon la personne à qui vous le demandez. Et c'est le cas pour tous les couples de tueurs. Certains ont dit que ça devait être Sarah, puisqu'elle était la plus forte des deux. Sarah a dit que c'était Ben. Ceux qui connaissaient Ben ont dit que ça ne pouvait pas être lui, mais ceux qui connaissaient Sarah ont dit que ça ne pouvait pas être elle. Un mois après l'arrestation de Sarah et Ben, une de leurs victimes, Patsy Byers, intente une poursuite contre eux afin d'obtenir une compensation financière. La poursuite a été intentée à cause de la négligence dont Sarah et Ben ont fait preuve pendant le vol et en lui tirant dessus. When she come there and shot me, she killed Patsy Byers. And I think I'm going to be like this the rest of my life. I think she should be behind bars for the rest of her life. Elle resterait paralysée pour le reste de ses jours. C'était difficile pour tout le monde. Elle m'a dit qu'elle préfère être morte que d'être paralysée, ça. C'est dur pour moi. Elle est restée paralysée du cou jusqu'aux pieds en raison des blessures par balle infligées par Sarah Edmondson. Elle avait des jeunes enfants dont elle devait s'occuper et elle avait un mari. Une blessure comme celle-là a engendré plusieurs autres problèmes dans sa vie. Elle a dû avoir recours à des véhicules de transport adaptés, à un fauteuil roulant, ce genre de choses. La communauté tout entière a été sous le choc pendant des mois et des mois. Les parents de Sarah figurent aussi dans la poursuite judiciaire. Ils avaient laissé une arme dans leur chalet. Leur fille avait eu tellement de problèmes dans le passé qu'ils n'auraient pas dû laisser une arme à feu à sa portée. Sarah Edmondson a des avocats dans 3 États, tous embauchés pour la défendre. Pour sa part, Ben Darras croit qu'il y a une autre façon d'éviter de passer le restant de ses jours sous les verrous. Il décide de s'échapper de sa cellule de Tangipahoa. En octobre 1995, il joue le tout pour le tout. Un jour, on m'a appelé de la prison pour me dire que Darras et 2 autres prisonniers avaient tenté de s'échapper. Ils avaient réussi à monter dans les conduits d'aération ou dans le mur. J'ai envoyé un enquêteur et il a découvert qu'ils avaient fait beaucoup de dommages. Il a donc été accusé de quelques autres délits. Pendant tout ce temps, il avait un sourire satisfait sur le visage.
5 mois après l'arrestation de Sarah et de Ben Darris, les procureurs décident que les accusés comparaîtront d'abord en Louisiane. Lorsque Sarah a admis avoir fait feu sur Patsy Byers, elle était protégée par l'immunité qu'elle avait reçue en échange du nom du meurtrier de Bill Savage. Ses avocats semblent croire que sa déclaration ne pourra pas être utilisée contre elle. Mais les procureurs de la Louisiane voient les choses autrement. C'était à proprement parler un aveu. C'était une forme de preuve très puissante que nous aurions pu utiliser pendant le procès. Et c'est pourquoi la bataille judiciaire a commencé. En tant que procureur de la Louisiane, étions-nous tenus de respecter l'immunité qui avait été accordée par les procureurs du Mississippi? Son aveu conduit aussi à un important retournement de situation lorsque des producteurs de films de Hollywood se voient ajouter à la défense. Sarah a fait une déclaration dans laquelle elle affirmait qu'elle avait consommé du LSD et de l'alcool et qu'elle avait regardé le film « Le meurtre dans le sang » à plusieurs reprises et que ce film avait contribué à lui faire commettre les meurtres. La poursuite impliquait 4 ou 5 producteurs ou maisons de production, mais Oliver Stone était l'accusé principal. Il fait d'excellents films, mais celui-ci représentait la violence de façon particulièrement explicite et nous croyons pouvoir limiter ce type de violence. Ils avaient parlé de recréer certaines scènes de ce film, et en particulier de commettre une série de crimes. Dans Le meurtre dans le sang, Woody Harrelson et Juliette Lewis incarnent Mickey et Mallory, un couple pris d'une folie meurtrière. On a décidé d'intenter une poursuite car, d'un point de vue moral, le meurtre dans le sang glorifiait la violence. On croyait qu'il transmettait aux jeunes le message que le crime paie. Ces 2 jeunes gens avaient consommé de la drogue et regardaient ce film et ils se disaient « Mickey et Mallory consomment de la drogue comme nous. Nous allons faire ce qu'ils font. Nous avons la liberté qu'ils ont et personne ne nous attrapera. » Sarah Edmondson et Ben Darris avaient vu le film plusieurs fois avant de commettre leur crime. Patsy Byers, désormais tétraplégique et maintenant atteinte d'un cancer, accepte de fournir au procureur une déclaration vidéo dans laquelle elle décrit comment Sarah Edmondson a tenté de l'abattre. Elle était trop mal en point pour faire sa déclaration car elle avait le cancer. Et puisqu'elle n'avait aucune sensation physique, elle ne ressentait pas la douleur et le cancer s'était étendu à tout son corps. La veille de son témoignage, Patsy Byers meurt à l'hôpital. Elle n'avait que 38 ans. Patsy était une personne extraordinaire. Je l'aimais beaucoup. Elle faisait beaucoup de sport, elle adorait ses enfants et elle s'occupait très bien d'eux. Elle avait beaucoup de passe-temps, mais peu importe ce qu'elle faisait, que ce soit du jardinage ou autre chose, elle s'investissait à fond, puis elle passait à autre chose. C'est comme ça qu'elle vivait sa vie. Quand elle a décroché son emploi, elle avait l'impression que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Patsy haïssait Sarah Manson. Elle voulait qu'elle ne remette plus jamais les pieds dans la rue. Finalement, au terme de 3 ans de combats pendant lesquels les avocats de Sarah ont tout fait pour éviter que son aveu incriminant ne soit utilisé contre elle, la plus haute cour de la Louisiane est prête à rendre sa décision. En 1998, après 3 ans de bataille judiciaire, la Cour décide enfin si les procureurs de la Louisiane pourront utiliser la déclaration de Sarah Edmondson au cours de laquelle elle a avoué avoir tiré sur Patsy Byers, une déclaration qu'elle a faite après qu'on lui a accordé l'immunité. Cette affaire s'est rendue jusqu'à la Cour suprême de la Louisiane qui a finalement décidé qu'on pourrait utiliser la déclaration en cours. On ne lui avait pas accordé l'immunité. C'était le procureur du Mississippi qui l'avait fait. On avait donc le droit de s'en servir ici. On n'était pas tenu de respecter cette immunité. La Cour suprême a fini par nous donner raison. Peu après, Ben Darris conclut lui aussi un marché avec les procureurs du Mississippi afin d'échapper à une peine de mort possible et en échange d'une peine de prison à vie, avoue finalement avoir abattu Bill Savage.
Nous avons rencontré la femme et la famille de Bill Savage et nous leur avons présenté toutes les possibilités que nous avions pour le procès. Nous estimions que c'était la meilleure option et ils se sont mis d'accord pour en finir et passer à autre chose. Mais les procureurs s'accordent pour retarder le prononcé de la peine jusqu'à ce que Ben Darras témoigne contre Sarah Edmondson en Louisiane. 3 mois plus tard, Sarah change son plaidoyer afin d'éviter une peine maximale possible de 149 ans. Elle l'a fait après que l'admissibilité de son aveu au Mississippi ait été contestée pendant plusieurs années. Mais elle a fini par plaider coupable des accusations de vol à main armée et de tentative de meurtre. En 1998, Sarah Edmondson est condamnée à 35 ans de prison. Nous étions déçus. Nous étions d'avis que la peine de 35 ans de Sarah Edmondson était extrêmement légère. Ben Darras conclut un autre marché. Afin d'échapper à une peine possible de 99 ans de prison en Louisiane, il accepte de plaider coupable en échange d'une peine identique à celle de Sarah. Ben était coupable du même crime que Sarah Edmondson, vol à main armée et tentative de meurtre. Bien qu'il ne soit pas entré dans le dépanneur, en vertu de nos lois, il était considéré comme un acteur principal et était tout aussi coupable que Sarah. Mais dans les faits, c'est elle qui est entrée dans le dépanneur, qui a pressé la détente et qui a tiré sur Patsy Byers. Je trouvais injuste que Sarah Edmondson reçoive une peine identique à celle de Ben Darras. Sur son lit de mort, malgré ses blessures atroces, Patsy Byers avait fait preuve de compassion en demandant au procureur de se montrer clément envers Sarah Edmondson. Il y a quelque chose qui ressort de cette affaire et qui la distingue des autres homicides sur lesquels j'ai travaillé pendant ma carrière. Je trouve incroyable qu'une victime, dans son lit d'hôpital, paralysée, ne sachant pas si elle va vivre ou mourir, ait la force de décider que malgré tout ce qui est arrivé après que Sarah ait tenté de l'abattre, que cette victime donc ne voulait pas garder de rancœur et qu'elle dise « Je ne veux pas qu'elle passe le reste de sa vie en prison. Peut-être après avoir purgé sa peine, elle pourra en sortir relativement jeune, vivra une vie productive et comprendra ce qu'elle nous a fait subir à moi et à ma famille. » Elle voulait que Sarah ait une autre chance de faire quelque chose de sa vie, malgré le crime horrible qu'elle avait commis. Bill Savage était bien plus qu'une simple victime pour John Champion. Je suis marié à sa nièce. Ça faisait environ 2 ans que j'étais marié lorsque Bill s'est fait assassiner. Il avait une femme et 2 filles. La famille venait toujours en premier lieu pour lui. Il donnait aussi beaucoup à sa communauté. Il était et avait toujours été très travaillant. C'était un des hommes les plus aimables que j'ai rencontrés. Il aurait fait n'importe quoi pour les autres. Ben Darras passera le reste de ses jours en prison. Grâce à son immunité, Sarah Edmondson ne sera jamais punie pour son implication dans le vol et le meurtre commis au Mississippi. Quant à savoir si un film violent a pu motiver leurs gestes, le débat fait toujours rage. Oliver Stone ne voulait pas inciter à la violence avec son film. Il voulait montrer à quel point notre société donne un aspect sensationnel à la violence, la glorifie et transforme les gens violents en vedettes. En juin 2002, la Cour d'appel de la Louisiane statue que la famille Byers ne recevra pas de compensation financière. Un juge conteste l'argument selon lequel le film « Le meurtre dans le sang » est obscène et incite à la violence. La liberté de parole protégée par le premier amendement de la Constitution américaine a joué pour beaucoup dans cette décision. Il est faux de dire que seuls les films violents incitent à commettre des actes de violence. Certains films non violents ont le même effet, car tout dépend de la lecture qu'en fait le spectateur. Ben et Sarah n'avaient pas le meurtre dans le sang. Leurs actions ont été influencées par le milieu dans lequel ils évoluaient, la façon dont ils ont réagi à ce milieu et les décisions qu'ils ont prises au fil des ans. Des millions de personnes ont vu le meurtre dans le sang et elles n'ont pas commis de meurtre. Alors je crois qu'on peut rayer ça de la liste.
Des millions de personnes consomment des drogues et de l'alcool et ils ne tuent pas de gens. On peut rayer ça de la liste aussi. Plusieurs personnes vivent une enfance difficile et ne commettent pas de meurtre. Alors on peut aussi rayer ça de la liste. Que reste-t-il alors? Dites-le-moi. Ben Darras est présentement incarcéré au pénitencier d'État du Mississippi. Sur son blog, il affirme que l'argument selon lequel le meurtre dans le sang a provoqué leur folie meurtrière a été inventé de toutes pièces par les avocats de Sarah Edmondson. Ben Darras dit maintenant être un homme nouveau, un chrétien pieux engagé dans des programmes visant à aider les autres prisonniers et à prévenir la violence chez les adolescents. Sarah Edmondson est détenue à l'Institut correctionnel pour femmes de la Louisiane. Bien qu'elle ait elle-même abandonné l'école après le secondaire, elle aide les autres détenus à obtenir leur diplôme d'études. Elle sera admissible à la libération conditionnelle en juillet 2010. Le meurtre de William Savage et celui de Patsy Byers étaient des gestes complètement gratuits et haineux. Il n'y a aucune façon de prévoir ce qui se passera lorsque deux personnes qui présentent des tendances violentes s'unissent et affirment ces tendances. Ça dépend de leur degré de psychopathie et de la complexité de leurs pensées criminelles. Ben était exalté à l'idée de tuer un homme. Il avait l'impression d'être davantage en contrôle, plus masculin, et c'était très excitant pour lui. Sarah Edmondson était clairement influencée par Ben Darras. Je ne crois pas qu'elle aurait commis un meurtre sans Ben comme facteur de motivation. Est-ce que c'était les drogues, leur éducation, l'alcool, la chimie entre les deux? Je crois que certaines personnes ont un côté maléfique. C'est aussi simple que ça.